Bonjour à vous les excellents. Bienvenue dans l'interview du professeur Youss, professeur malgré eux. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Mais en attendant, l'invité qui nous fait l'honneur de venir pour cette première interview est un invité qui n'est pas ordinaire. C'est un invité qui est extraordinaire. Car je sais que son témoignage va rester gravé dans les mémoires. Et j'aurais juste un conseil à vous donner. Méfiez-vous des apparences, car les apparences sont souvent trompeuses. Bonjour à toi, Égine, ou devrais-je dire Madame Magie. Alors, la coutume voudrait que ce soit le présentateur qui présente son invité, mais je suis le professeur Youss et je vais casser les codes. Je vais te demander, s'il te plaît, de te présenter. مرحبا السلام على الجميع جدا مسرورة أن أكون هنا معك يا يوسف اسمي هيجين أنا أستاذة باللغة العربية في مدينة نوار. Waouh, rassure-moi, tu vas pas nous parler en arabe pendant toute l'interview. Ou si vous voulez, je peux le faire parce que j'aime beaucoup cette langue et j'aime beaucoup cette culture. Tu sais quoi, Égine, quelle belle introduction. Merci. Parce qu'on s'attendait, je pense, nos téléspectateurs, à tout sauf ça. Voir une persienne typée asiatique, d'origine coréenne, tu nous en parleras un petit peu. Faire une introduction en arabe, je pense que ça en intrigue plus d'un. Ah là là. Mais rassurez-vous les excellents, vous allez tout savoir à propos de cette personne qui est ici. Hygine, ou plutôt devrais-je dire Madame Magé, parce que tu es professeur au Havre. Et si tu veux bien nous faire ta présentation en français. Très bien, donc voilà, je suis Hygine Magé, née Kim Hygine Magé, je peux le dire, et je suis professeur de la langue et de la culture arabe au Havre, et très fier de l'être. Je pense que ton histoire, ton enfance, ta jeunesse, un peu plus tard à l'âge adulte, tu as vécu des choses. Et j'aimerais bien que tu nous racontes brièvement un petit peu ton parcours, parce que là, certes, tu nous as parlé de la Corée, mais il n'y a pas que la Corée et aujourd'hui la France. Il s'est passé pas mal de choses entre-temps. Tout à fait. Et si tu peux nous donner un peu à manger, parce que je pense qu'on a beaucoup d'appétit à savoir. D'accord, il n'y a pas de souci. J'ai beaucoup partagé cette histoire, si ça peut faire du bien justement aux jeunes qui nous écoutent. Je suis née en Corée. Alors là, vous serez surpris. Je me suis présentée comme Hygine Magé. C'est un beau prénom qui s'appelle l'étoile heureuse. Wow, c'est très beau. J'aime beaucoup mon prénom. Mais j'ai plusieurs identités. Et là, ça va vous surprendre. Qu'est-ce que ça veut dire avoir plusieurs identités? Donc, je suis née dans une famille noble, on dirait comme cela, et mon père était le fils aîné. Donc, ils attendaient un garçon. Et quand je suis arrivée, j'étais la 5e fille. Donc c'était une grande déception pour mon père et toute la famille. Ils attendaient vraiment un garçon. Parce que le fait d'avoir un garçon, dans la tradition coréenne, ça a une grande signification, j'imagine. Évidemment, je pense que c'est dans toutes les sociétés un petit peu traditionnelles. On privilégiait toujours la place d'un garçon. Et vous savez pourquoi, je pense. On va commenter tout cela plus tard. Et donc j'aime beaucoup cette naissance, justement, déjà surprenante. Donc je suis née, une fille, mais la tradition coréenne disait que si on traite cette dernière fille comme un garçon, la prochaine naissance donnera un garçon. Tu vois? Donc voilà, on m'a appelée Noma. Donc mon prénom d'enfance, tu parlais de l'enfance, je m'appelais Noma et j'aime beaucoup ce prénom Noma. Qui est un nom de garçon? Noma, ça veut dire littéralement garçon en coréen. Mais très peu de gens connaissent. Même moi, j'ai découvert ça beaucoup plus tard que Noma, ça veut dire, en somme, quand on appelle hey, garçon, tu vois, c'est ça. Mais j'aimais bien cette sonorité Noma. C'était simple, N-O-M-A, Noma. C'était beau. Et même maintenant, quand j'entends ce prénom Noma, je suis très heureuse parce que ça me rappelle mon enfance, tu vois, mais
mes tontons, mes tatas, de cette enfance heureuse, bah, j'étais Noma, tu vois. Et même maintenant, quand j'appelle mes tantes ou ma mère en langue coréenne, évidemment, je dis hey, ici c'est Noma, tu vois, je ne dis pas Ijin. Et du coup, est-ce que après toi est venu un garçon ou pas? Alors là, Youssef, oui. Ah, Ah bah voilà. Donc quand je suis née, déjà, j'étais sensibilisée par cette inégalité, on peut dire, Voilà. fille Ouais. et garçon. Puis je voyais, c'est pas quand même juste. Mais en même temps, je savais que j'avais une mission. Donc très jeune, dès l'enfance, dès la naissance, je savais que j'avais une mission à accomplir. c'est-à-dire que dans ton éducation, on t'a éduqué comme un homme, et le fait de t'avoir éduqué comme un homme, c'est te responsabiliser en fait depuis ta plus jeune enfance. Tout à fait, ça m'a resté, ça m'a resté. C'est comme si j'étais responsable de la sécurité de mes sœurs aînées, par exemple. J'accompagnais mes sœurs et elles étaient toutes vraiment vraies poupées coréennes, tu vois, toujours très fifi et tout cela. Et moi, j'étais comme habillée un petit peu garçon manqué. Et je les accompagnais quand elles voulaient aller quelque part. Et je vais comme si c'était ma responsabilité de les protéger. Or, j'étais la petite sœur, tu vois. Donc, jusqu'à 5 ans, j'étais comme un garçon, je me comportais comme un garçon. Et je prenais le plaisir d'être, ce privilège d'être un garçon. C'est-à-dire, dans ma tradition coréenne très conservatrice, les filles, évidemment, doivent être soumises, on ne rigole pas, on ne parle pas, on ne regarde pas notre père quand il rentre de travail. C'est pas du tout comme aujourd'hui que vous imaginez, c'est une vie complètement différente. Mmh. C'est pour C'est ça vrai, que surtout en France, on a du mal aussi à se projeter dans des pays étrangers où c'est la culture, c'est la tradition, tout à fait, et c'est accepté et c'est normal. tout à fait. Et ça ne me dérange pas que je vous raconte un petit peu donc cette période de l'enfance. On est là pour t'écouter, Gilles, avec grand plaisir. D'accord. Alors avec plaisir, je vais vous raconter parce que j'aime beaucoup cette période qui m'a justement formée. Même devenir professeur d'arabe, vous allez voir comment ça c'est lié avec cette période, ma naissance. Donc cette naissance qui est atypique déjà, voilà, une fille. Et quand mon père rentrait par exemple de travail, il avait sa table à lui tout seul. Il mangeait tout seul chez nous. D'accord. Une table magnifique, nacrée, je me souviens, orange, nacrée, très belle table, et sur laquelle il n'y a que des mets, des plats, mais Des rares. plats délicieux. Ah bah, délicieux, des ormeaux, des crabes, et ma mère, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton papa? Il faisait quoi en Ah Corée? oui, mon père était ingénieur, polytechnicien, donc il était brillant, ingénieur, et il a fait Séoul Université, c'est comme Polytechnique en France, et il était toujours le meilleur de sa classe des lycées. Du coup, tu es fille d'ingénieur, et est-ce que ton papa est resté ingénieur toute sa vie? Toute sa vie, il était polytechnicien, ingénieur, architecte, il était polyvalent, si tu veux. Mhm. Après, quand il sera nommé en Jordanie, évidemment, avec son intelligence, il travaille beaucoup pour la diplomatie coréenne entre les pays arabes et la Corée. D'accord. Donc, je suis très fière de lui, évidemment. Oui. Ok. Donc là, on va reparler de cette histoire qu'on On était à la table orange, voilà, plein de mets délicieux exactement, garnis. nacré, garni. Et donc voilà, j'aime beaucoup bien manger, Youssef, comme, voilà. Et donc je mangeais avec mes sœurs et mes tatas, voilà, le dîner. Ensuite, quand mon père arrivait, hop là, j'allais le voir. Et toutes mes sœurs et mes tantes et ma mère, ah non, il faut pas le déranger, tu reviens. Et je savais, mais pourquoi elles ont peur de notre père? On l'appelait pas papa, hein, notre père. Il avait l'image comme si un dieu, tu vois, intouchable. En fait, Hygine, t'es né pour casser les codes, toi. Comment? T'es né pour casser les codes. Je ne suis pas née pour le casser le code, mais j'ai osé faire ce qui me semblait juste et tout simplement bon. J'ai pensé ce père qui est toujours tout seul, manger tout seul, le pauvre mesquin, tu vois. Je dis, oh là là, ça doit être ennuyeux. Et moi, je l'aime. Oui, Tu vois, même on m'a empêché d'exprimer mon amour, cet amour. quelque chose de tabou. Mais peut-être. bien sûr, je l'aimais ce père qui était très très dur envers nous. Il était très sévère, il faut qu'on travaille bien. Après tout, puisque on m'a dit que je suis légèrement un garçon, tu vois, je dis, pourquoi pas? Moi, j'irai le voir. Et je suis allée le voir. Ensuite, effectivement, il me mettait sur ses genoux
Ouais, ils m'ont donné à manger et c'était un souvenir, mais comment je pourrais te dire? C'était un moment, oui, c'est vraiment, oui. C'est un souvenir qui reste en toi. Tout à fait. Et plus qu'un souvenir, c'est comme si à chaque fois que tu y repensais, tu vivais. J'ai déjà le goût de ce crabe qui m'a donné des débouchés avec voilà, des après l'interview, on va se faire un restaurant, on va aller manger bah oui, tout à fait. Les aumônes, on va rarement. Et ma mère était une excellente cuisinière. Voilà. Pour te dire, tu as raison. Oui, j'ai osé aller où la tradition interdisait. Très contente. On va avancer encore un petit peu. On y va. Qu'est-ce qui s'est passé pour passer de la Corée à la Jordanie? Tu avais quel âge? Si tu peux nous raconter un petit peu. Ça se suit. Donc l'enfance heureuse, voilà, un peu atypique, tu vois. Et après, je rentre à l'école, c'est bien. Après, je vais au collège. Effectivement, j'étais une bonne élève, mais en même temps, je ne pouvais pas tout apprendre comme nos professeurs nous disaient d'apprendre. Tu n'étais pas aligné avec ça. Je n'étais pas si scolaire que ça. Ça ne te convenait pas. Voilà, non. Par exemple, dans l'éducation civique, ils nous disaient, oui, on est coréens, pur sang, nous sommes nationalistes et tout cela. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Et on chantait l'hymne national en pleurant. On était vraiment très, très nationalistes. On nous a éduqués. Pourquoi pas pour l'unité nationale, voilà, pour que la nation grandisse. Et il y a des côtés positifs. Ça veut dire l'individu existe pour la collectivité. Donc on est extrêmement responsable. C'est le contraire de la société française actuelle. On est très individualiste. Voilà, par exemple, le Covid, ça ne peut pas marcher comme ça. En Corée, tout le monde est vacciné. On se vaccine tous. Il n'y a pas à se poser la question est-ce que ça sera bien ou pas? On ne pose pas de questions. On fait on obéit au doigt et à l'œil. Si aujourd'hui je suis professeur d'arabe, tu vois, dès mon enfance, dès ma naissance, tout est construit et lié. Tu vois. Bien sûr. Mais je suis une bonne élève, joyeuse, toujours je travaille bien. Et là, la Jordanie arrive, à l'époque, la Corée se développe, et oui, énormément. Et comme mon père était brillant, ingénieur, comme je vous ai dit, et l'État coréen voulait absolument faire entrer les devises. Ça veut dire bien sûr, les entrées d'argent étrangères. Voilà, exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le pétrole boom en Arabie Saoudite et dans le Moyen-Orient. D'accord. Et mon père, il a envoyé, voilà. C'est vers quelle année? C'est bon. ça va vous rappeler mon âge et ça ne m'arrange pas. Alors, on dira des années 80, tu vois, début 80, fin 70, tu vois, donc voilà. Et là, tu étais au collège, lycée? J'étais au collège. Donc, je passe mon brevet en langue coréenne, c'est ça que je voulais dire aussi plus tard. Peut-être je passe tous mes diplômes importants dans ma vie en langues différentes, 3 langues différentes, et dans les 3 continents différents. Donc le brevet en coréen en Asie, donc je passe. Et mon père, il est nommé en Jordanie. Et là, je décide d'y aller en Jordanie après mon brevet. Vraiment, ça ne me disait pas du tout continuer le lycée en Corée. Voilà, parce que c'était trop strict pour moi. Et je savais que cette éducation, ce système éducatif n'est pas fait pour moi. N'est pas fait pour moi. Parce que, on peut dire ma première révolution, on dira comme ça, ma première révolution personnelle, c'était d'aller en Jordanie. Parce que, comme toutes les jeunes filles de bonne famille que nous étions, doivent suivre des bonnes études en Corée, jusqu'à l'université, bonnes études artistiques plutôt, littérature, anglais, musique, beaux-arts, pour être une bonne épouse d'une bonne famille. En fait, votre parcours, il est déjà tracé. Toi, ça ne te convient pas, et du coup, le fait d'aller en Jordanie, tu te dis, c'est une opportunité qui s'offre à moi. Tout à fait. Et malgré la barrière de la langue, etc., tu n'as pas eu peur? Non. Je prends surtout, malgré la société coréenne n'était pas d'accord. Mon père n'était pas d'accord que je vienne. Ah ben non. Donc la famille coréenne, mon père et ma mère, voulaient que je fasse comme mes sœurs, faire mes études en Corée. Toute ta famille n'est pas partie ou vous êtes tous allés ensemble? Seulement moi et mon petit frère. C'était vraiment, je tenais à y aller. Je dis à ma mère, non, moi je... Tes sœurs sont restées, tes grandes sœurs sont restées? Ah oui, bien sûr.
faire comme la tradition voulait, faire des bonnes études, et c'est ce qu'ils ont fait, hein. Épouser les maris de bonne famille, évidemment, ils sont très bien, hein. Au moment où justement vous savez que vous allez en Jordanie, est-ce que vous savez pour combien de temps ou pas du tout? Pas trop, tu as raison, c'était un petit peu aventure, c'est pour cela que mon père n'a pas souhaité qu'on vienne, parce que lui-même, ça aussi c'était très innovant pour les Coréens d'aller en Arabie Saoudite ou bien dans le Moyen-Orient. Ce n'était pas une destination connue. Et c'était le choc culturel, mais ce choc culturel énorme. Même mon père, il ne voulait pas que je... Du coréen à l'arabe jordanien, là c'est le jour et la nuit. Ah oui, le jour et la nuit, où nous on travaillait tout le temps. Et quand mon père, il était, voilà, le chef, il est directeur d'une entreprise, que voilà, les Jordaniens, ils prenaient du temps. Et ils faisaient 5 fois la prière. Alors mon père ne comprenait pas, mais tous les ouvriers, mais ils s'arrêtent et ils font la prière. Et en Corée, c'était inconcevable pour des Coréens. Le travail, c'est le travail. Ah bah oui, c'est le travail. Oui. Et même la religion, c'était pas concevable. Ils ne connaissaient pas encore, tu vois, l'islam, que c'est une religion, une nouvelle religion pour eux. Voilà, donc j'arrive et ensuite, il voulait que j'aille à l'école internationale, comme tout le monde. Donc mon petit frère, il était à l'école internationale. Mais moi, ça ne m'arrangeait pas. Et l'école internationale, vous fait les cours en quelle langue? Bah, c'est en anglais. En anglais. Tout est en anglais. Et tu avais appris déjà l'anglais ou pas? Ah oui, il fallait apprendre l'anglais. Mais moi, ça ne me convenait pas non plus, tu vois. Je vais jusqu'au bout, quand même, ma révolution, au sens, voilà. Tu voulais être avec les Jordaniens, ouais, les Jordaniennes. c'est ça. Oui, c'est ça. Vraiment. Déjà, ces préjugés, ça ne me plaisait pas. Même les Coréens, pourquoi apprendre l'arabe? J'étais le seul enfant qui allait dans mon quartier favorisé à l'école arabe. Parce qu'enfin, mon père, il me cède. Je vais à l'école arabe. Tu es nomade, tu as le droit de faire ce que tu veux. Bravo, j'étais nomade et voilà, j'y vais. Et j'ai beaucoup aimé d'être avec les Jordaniens. Et ils sont 90% palestiniens en Jordanie, il faut savoir. Et je savais simplement l'alphabet, parce que mon père, c'était une condition. Mon père m'a donné la liste de l'alphabet arabe. Il m'a dit, si tu apprends ça en 1 heure, je vais t'envoyer à l'école arabe. Sinon, tu n'y vas pas. Donc j'ai appris Alif Batata, j'ai appris vraiment, je mets toute ma... Mais je suis une Coréenne, donc je savais travailler. Tu vois, c'est pas ça, je suis en 10 minutes, c'était bouclé. Mais je l'ai appris, j'étais motivée. Surtout, j'étais motivée parce que je savais que j'étais la seule à apprendre l'arabe parmi les Coréens. Et du coup, à part l'alphabet, tu connaissais rien et tu décides d'aller à l'école avec les Jordaniens. Oui. Tu t'es débrouillé comment? Justement, la directrice, elle a dit, mais comment voulez-vous qu'on accueille une étrangère et ne sait pas parler l'arabe? Je dis, donnez-moi 3 mois, je vais rattraper. Et 3 mois, pareil, j'apprends déjà à parler avec mes copines, mes amis. Et évidemment, ils étaient très, très curieux, les Jordaniennes. Ensuite, moi, j'étais ébahie, émerveillée par les beaux yeux des Jordaniennes, voilà, les grands yeux. Ensuite, elles étaient toutes étonnées de me voir, des tout petits yeux, toutes petites. Mais elles étaient... Et là aussi, comme Noma, je n'étais pas à ma place. Je pense que je me faisais aimer. J'ai réfléchi comment. C'est que justement, je restais très, très humble. J'observais, je regardais et j'étais très discrète. Donc, en quelques mois, j'apprends le jordanien, déjà par le dialectal, le dialecte jordanien, c'est très joli dialecte. Et je repérais quelques amies qui sont excellentes dans la classe. Donc, je vis chez elles. Ils m'ont accueilli, elles m'ont accueilli. Donc, j'avais beaucoup de choses à dire dans ma vie. Et voilà, je suis enrichie de toute cette multiculturalité. Et du coup, tu restes combien de temps en Jordanie? Ah là là, longtemps. Donc, j'apprends l'arabe, j'étudie jour et nuit, mais j'ai beaucoup travaillé. Ah bah oui, bien sûr. Et je ne redouble pas et je passe mon baccalauréat en langue arabe. Alhamdulillah, je réussis parce que j'étais excellente en mathématiques grâce à ce professeur qui m'a
qui m'ont frappé. Et quand même, les Coréens, on était excellents. Dans le mal, il y a du bien parfois. Et toujours, je le remercie. Et voilà, je passe mon baccalauréat et je deviens le premier bachelier qui a réussi en langue arabe, étant étrangère. Donc voilà, quand je suis sollicitée, merci, je suis claire. Et quand j'ai été félicitée par le roi Hussein et tout cela, bah, mon père était rassuré. Il était content. Il était fier aussi. Il était fier. Il cachait, mais il était fier. Et voilà, comme je dis, brevet en coréen, voilà mon baccalauréat en langue arabe. Et je rentre à l'université. Donc ça fait 5-6 ans que je reste en Jordanie. Tu vois. Je rentre à l'université d'Amman en littérature et civilisation arabe, mais en arabe. Et c'est aussi, c'était les Jordaniens ne comprenaient pas. Mes professeurs ne comprenaient pas. Mes professeurs jordaniens, ils disaient « Hygine, t'es excellente, t'es une bonne élève. » Mais quelle idée de faire la littérature arabe? Parce que c'était pour les plus mauvais. Les plus mauvais, ils faisaient la littérature arabe. Et les bons, ils faisaient médecine, ingénierie, qui est logique aussi. Mais c'est pareil, je cassais le code, comme tu dis. Je dis oui, je peux être excellente, mais je choisis l'arabe. Parce que c'est moi. Donc tu vas te spécialiser en langue arabe. arabe. Oui, parce que je pensais, si jamais je vais quelque part dans le monde entier, au moins mes connaissances et mes capacités seront meilleures. Parce que c'est l'arabe, dans le terre arabie. Donc ça sera la bonne connaissance et bonne formation. Mais tu fais ce qui te passionne, tu vas vers ce que tu aimes. J'étais passionnée, oui. J'aimais beaucoup. J'ai découvert justement les bons cœurs, la sincérité aimante chez les Arabes, ces Palestiniens. Cette convivialité, générosité. Ils m'ont élevé. Tu vois, je déborde de l'amour qu'ils m'ont donné. C'est ce que je vous disais toujours. Je déborde de cet amour reçu de la terre de l'Arabie. Et j'ai envie de partager avec vous. Et voilà, apprenez. C'était beau. Ouais, donc tu fais ton cursus universitaire en Jordanie. 2 ans voilà, en Jordanie. Après, je fais une rencontre extraordinaire. Est-ce qu'il y a un lien tout de suite qui se crée avec la France? Eh ben voilà, t'as bien compris. Il était en français et on s'est rencontrés grâce à la musique. Justement, la musique est très importante. Ensuite, voilà, il s'est Et là, une rencontre se crée. Oui, c'est voilà. ton époux actuel, en fait, que tu rencontres en Jordanie. Exactement. C'était fabuleux. On ne peut pas mieux tomber que moi, j'ai fait la moitié de chemin et il a fait aussi moitié de chemin et on rencontre en Jordanie. Waouh, comme tu dis. Et c'est Mon destin, une partie de mon destin, s'est fait grâce à cette partie en Jordanie. Parce que si tu n'avais pas vécu ça, je t'aurais pas eu comme prof d'arabe. Ah ouais, excellent. Mais on va parler après de notre rencontre. Oui, c'est super, voilà, c'est ça. Donc c'est. Et du coup, le coup de foudre. Vous vous mariez ou pas encore? Vous vivez pas ensemble? encore, évidemment, non, voilà, mon cher Youssef, c'est pas du tout comme aujourd'hui. Hein. Voilà. Je sais pas, c'est pour ça que je pose des questions. Ouais, non, c'était. Mais évidemment, mon père. C'est comme chez les Arabes, hein. Ça, mon nom, hein. Il courait derrière moi avec un sabre. Tu ramènes un Coréen, voilà, sinon je te bannis. Exactement, là, tu vois le sabre, là, oulala. Et moi, je me cachais dans une chambre, ouais, c'était ça. Donc, quand il a découvert que, voilà, je vais, oui, ça commence parce que, tout simplement, on voulait aller à Petra, que tu vas visiter. Et c'était un voyage que j'ai attendu, donc je devais aller avec. Entre-temps, ma sœur est venue, ma sœur juste plus grande comme moi. Elle est venue, donc on devait faire un voyage ensemble, et ma sœur a dit non, je ne vais pas. Donc ça se trouve qu'il n'y avait que moi et lui qui devront partir. Et là, mon père, il dit bah non, il n'en est pas question. Hein. Et après, non, mon père, il a téléphoné à son homologue, l'ambassadeur de la Corée, pas homologue, son ami, l'ambassadeur de la Corée à Amman, et il dit est-ce que vous pouvez appeler l'ambassadeur de la France à Amman, parce qu'il y a un individu français qui voudrait kidnapper ma fille. Ah oui. Il m'a interdit de le fréquenter, il a interdit de
venir chez moi. Du coup, à cause de ça, Il nous sépare là. ton époux a dû quitter la Jordanie ou Non, pas? non, pas du tout. C'est juste vous n'avez pas le droit de vous voir. Voilà, et en plus, donc, il était comment? Il restait pour moi, c'était une très belle histoire. Il devait quitter la Jordanie, il avait fini son contrat, il devait rentrer. Et un jour, on je vois, hop là, il apparaît devant la fenêtre de ma chambre et il me lance un cahier. Et je prends le cahier et il était marqué que je fasse la même chose. C'est-à-dire, je prends un cahier et j'écris tout ce que je veux lui dire, tout ce que je fais. Et ce correspondant. Vous envoyez un mail de l'époque. Voilà, c'était la mail de l'époque. Chacun avait son cahier, il est grand. Et ça devient notre espace commun. Mais c'était très poétique, on dessinait. C'est votre univers. Ah, exactement. Ouais. Et je trouve ça beau, moi. Ah, c'est trop beau. Ouais, c'est beau. Très beau. Et pendant 2 ans, on ne peut pas se voir en présentiel, on dira. Et donc, on fait à distance. À distance. C'est comme les formations que je propose. Mais pas par Zoom, on n'avait pas de Zoom, on n'avait que ce cahier-là. On échangeait ce cahier, on laissait un endroit où on peut échanger, tu vois. D'accord. Public ou voilà. Et après, quand cette personne a eu un contrat en Algérie, là, il fallait décider. Je dois quitter la Jordanie. Il doit quitter. Et c'est grâce à lui qu'on va en Algérie. Après donc 6 ans de Jordanie, je décide d'y aller. 6 ans après la Jordanie. Voilà. Il va en Algérie. Voilà. Et moi, ultimatum. Où tu restes et l'histoire s'arrête. Exactement. C'était ultimatum. Où tu pars. Et ben voilà. En faisant en sorte que les foudres de Zeus s'abattent sur toi. Ben voilà. Voilà le sabre que je le voyais en air là. Mais c'était un choix difficile. J'imagine que ton papa n'était pas d'accord. Évidemment, il n'était pas d'accord. Tu as pris quand même le choix, toi, d'aller en Algérie. Oui, tout à fait. Et après, quand même, on crée. Je respecte tellement mon père et j'aime tellement mon père. Je voulais atténuer sa peine et je voulais sauver son honneur. Donc, j'étais brillante à l'université Laman et j'apprenais le français. Donc, j'imaginais, avec le professeur de français, elle était intelligente, hein, elle a dit pourquoi vous n'irez pas en France, à Paris, pour apprendre le français. Et quand j'ai présenté ce projet, évidemment, mon père était ravi, parce que chez nous, pour faire des études, on vend la maison. Vas-y, surtout en France, bah, c'est bien. Et c'est ce que j'ai fait. Je m'installe à Paris. Du coup, quand tu as quitté la Jordanie, tu arrives en France. Ah oui. Comment tu as vécu la chose? Oh là 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 là, c'était, ça y est, la France. Vous allez rire. J'arrive c'était l'Orly, Roissy. J'arrive à Roissy. Bon, je dis, oh ça y est, je suis en France, je vais voir les Français. Bon, la première personne que je rencontre, c'était le chauffeur de taxi. D'accord. D'accord. Alors, j'ai appris le français, donc je sors mon français que j'ai appris académique. Voulez-vous bien me conduire à cette adresse-là et tout ça. Mais le monsieur, il ne parlait pas très bien le français. Je regarde, il était en vietnamien, tu vois. Je dis, oh là 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 là. Voilà, déjà, donc j'ai compris, où il y a des étrangers à Paris. Depuis ces années-là, tu arrives en France. Je suis restée 1 mois, on a fait tout vite. On est allé à Champs-Élysées pour acheter une robe de mariée, tu vois, on ne connaissait pas autre chose que, voilà, et j'ai dit, voilà, donnez-moi la robe de mariée la moins chère. Elle m'a dit, voilà, tenez mademoiselle. Je dis, mais c'est bien. En même temps, la robe la moins chère des Champs-Élysées, elle va quand même être pas mal. Tu as raison. Voilà. Et voilà, c'était un mariage, très très beau mariage. Malheureusement, mon père, justement, il n'est pas venu. D'accord. Voilà, et ma mère, elle est venue avec mes sœurs. C'était très bien. Et après, aussitôt, on va en Algérie. C'est pour ça que l'Algérie était notre pays de la liberté. Tu vois, c'est là que... après le mariage, on avait beaucoup de cadeaux. On avait rempli notre
notre Peugeot 505 break, tu vois, on faisait comme les Algériens, hein. Voilà, on avait rempli à fond, et la village, il s'appelait Ksal Chalala, très joli nom. Je dis, Ksal Chalala, ça veut dire les châteaux des cascades, tu vois, que ça, Chalala. Ouais. Ah, je dis, ça doit être beau, ça doit être... Je voyais des cascades partout et tout. Et donc, on prend le bateau à Marseille, et c'est une histoire très amusante. Voilà pour... Là, cette histoire que je vais vous raconter, c'est pour vous dire que finalement, l'argent n'est pas si important. Vous allez voir pourquoi. Et donc, on arrive au port de Marseille, on allait prendre le bateau, jeune couple, voilà, ils ont mis tous leurs biens dans la voiture, et romantique que je suis, je dis, ah, on est en France, je voudrais bien aller au restaurant avant de partir en Algérie. Voilà, et tu dis, d'accord, on déjeune le dernier repas en France, tout ça. Et on revient, bah, il y avait des policiers à côté de notre voiture. Moi, je dis, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont gentils en France. Ils surveillent la voiture. Oui, ah oui, bah oui, je dis, oh là là, tout ça. Bah oui, c'était le contraire, voilà, on nous a vidé la voiture. Il y a eu des voleurs qui sont passés. Tout, ils ont pris le volet. Et je regrette, j'avais de très belles robes coréennes, des collections de flûtes, des traditionnelles, beaucoup de... mes diplômes, malheureusement. Et voilà. peut-être aussi le cahier de correspondance. Heureusement, ça, ils n'ont pas pris. Ils n'ont pas pris, tu as raison, heureusement. Et je les ai toujours, tu vois. Et donc, mes chers jeunes, mes chers, je ne sais pas comment tu les appelles. Voilà, des excellents, je les appelle. Voilà. Ils sont excellents. Ben, voilà. Nous n'avions que ce que nous avions sur nos t-shirts. J'avais le t-shirt de Snoopy, tu vois, la rouge. Mais quel optimisme on avait. Si, les billets de bateau, j'avais avec moi. Donc on avait les billets, et qu'est-ce qu'on fait? On part sans rien. Donc on n'avait strictement rien. Dans un pays que vous ne connaissez pas. Pas du tout. Donc voilà, on arrive en Algérie, à Alger. J'avais faim. Comme je vous ai dit, j'aime bien manger. J'avais faim. Rien à manger. La nuit arrive et on cherche l'endroit où manger. On rencontre un monsieur. On dit, voilà, est-ce qu'on peut acheter encore des sandwichs? Et on ne sait pas où aller. C'est dingue ça. Excuse-moi, je rigole. Hein. T'as faim, tu ne sais pas quoi manger. Mais moi, dans ma tête, j'imagine cet Algérien avec sa moustache qui voit la petite Coréenne et qui lui se met à parler arabe. Ah bah ouais, mais ça les a beaucoup amusés. Ils étaient étonnés. Voilà, il y avait pas, tu devais être la première Coréenne à débarquer en Algérie. Oui, à l'époque, il n'y avait aucun Coréen. Et j'étais obligée de me marier et avoir la nationalité française parce que, étant Coréenne du Sud, on ne peut pas aller en Algérie. Parce que l'Algérie est un pays démocratique, socialiste. Et la Corée du Sud, c'est un pays capitaliste. Oui. Donc, on ne pouvait pas aller avec eux. Donc, grâce à cette nationalité française, je pouvais aller en Algérie. Et ce monsieur-là, il dit non, tout est fermé là, rien. Il dit venez avec moi. Et c'est là qui est fantastique, cette première Algérien qu'on rencontre, il nous amène en appartement, il nous ouvre, il dit vous allez dormir ici. Et moi, je vais dormir ailleurs. Donc, on comprend que c'était chez lui. Il ne nous connaît pas, on ne s'est même pas présenté, il ne sait même pas comment je m'appelle, comment il s'appelle, on ne s'est pas présenté. Et cette générosité, cette confiance qu'il nous fait. Et nous, on se regardait, et évidemment, on était tellement crevés, on a dormi, il nous a apporté des sandwichs avec des frites, je me souviens. Qu'est-ce que c'était bon! Alors là, les patates al-Marli, c'est les patates al-Marli, je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé ça. Et on dort. Et on se réveille le matin, il nous apporte de croissants. Et nous, on n'avait pas beaucoup d'argent, on était gênés. Et on a dit, bah, il faudrait que quand même nous réglions quelque chose. Et il dit non, vous êtes mes invités. Vous allez voir, tout est lié. Si aujourd'hui je suis là, que je peux aimer mes élèves, parce que pour moi l'Algérie était mes élèves algériens qui étaient dans le désert, qui étaient déshérités. Ils n'avaient pas de chaussures à l'époque. C'est pas pour dénigrer. Hein. Je ne suis pas en train de critiquer l'Algérie était pauvre. C'était la réalité des choses. Mais ils avaient leur dignité. Ils venaient froid, ils venaient. Et ensuite, des années sombres arrivent. Donc nous sommes restés 5 ans de bonheur.
50 ans. Wow. Bonheur. On avait terminé le contrat 1 an et demi, on devrait. Et même le proviseur qui nous a accueillis le premier jour, il nous donne la clé de l'appartement, il nous dit C'est chez vous. non, Non? c'est le contraire. Il nous dit, quand on est arrivé à Chalala, d'accord, où on devait Oui. travailler, on disait Shfaiki, il dit le français qui est resté plus longtemps ici, 7 jours. Tenez, la clé. On a dit waouh! Et nous on reste 5 ans de bonheur. Wow. Parce que justement, ça, si on a l'occasion de parler, je vais vous en parler. Mais voilà, on a beaucoup aimé, beaucoup aimé vraiment les gens qui étaient là. Et parce qu'aussi on était seul français peut-être, et j'étais arabisante. Et c'était du bonheur. Chaque après-midi, on a passé le makrout et le kahwa. Voilà, c'est, ah là là, Khadija, je salue en passant. Elle m'a appris cette générosité algérienne. J'ai vécu avec les femmes dans la cuisine. On faisait le matmo, ça me manque. Franchement, Youssef, je te dis, ça me manque. Et quand je vais au lycée, quand je vois tous ces prénoms, Mohamed, Youssef, voilà, tellement ça reflète de positivité, je ne peux pas ne pas les apprécier. Voilà. Je pense que c'est ça la différence entre aussi les autres professeurs qui ne peuvent pas voir ça. On y vient. Voilà. C'est vrai que j'ai raconté ça. Bien Pourquoi sûr. je peux voir positif. C'est important. Très important. C'est important. Très important. Du coup, Voilà. Algérie, 5 ans 5 ans après. tu reviens en France. Et je trouve un travail au Havre. J'ai envoyé, je ne sais pas, une trentaine de CV. Un lycée qui me répond. Bah, un lycée privé. Bah, je dis, c'est Saint-Joseph. C'est Youssef. Salut Youssef. Saint-Joseph, voilà. Saint-Joseph, à l'époque, il voulait créer, le proviseur, le directeur était visionnaire. Hein, il voulait avoir créé une section internationale, donc l'arabe était aussi important. D'accord. Voilà. Et à l'époque, je ne savais pas parler le français aussi, il faut savoir. Tu vois, donc j'apprends le français d'abord. Parce qu'en Algérie, tu parlais arabe. Et en Algérie, je parlais toujours avec mon conjoint en anglais. Vous parliez anglais. Oui. Parce que ton époux lui parlait pas arabe. Non. Il parlait un petit peu, mais bon, voilà. C'était l'anglais entre vous. Voilà. Et après, c'est grâce à un autre ami français, j'apprends le français. Et grâce aux Algériens, j'apprends aussi le français. Le français. C'était le français. Donc quand tu démarres, ton français est très approximatif. Ah, très débutant. Et c'est là aussi je m'efforce à apprendre le français. Et cette envie de vraiment bien apprendre le français est née quand j'ai eu mon premier enfant. Et je passe mon diplôme, ce que je disais, mon 3e diplôme qui est important dans ma vie, c'est la licence et à l'époque on disait maîtrise. Aujourd'hui c'est le master, voilà, en français. Et je rentre à la Sorbonne. Voilà. Wow. Voilà. Bonne école. Bonne école, c'est une bonne formation, bonne école. Et j'apprends le français et je passe mon CAPES aussi. Et ma manière d'enseigner, justement, était un peu atypique. Je parle beaucoup avec eux. Je voulais d'abord que les élèves, les apprenants, comprennent pourquoi ils apprennent cette langue et cette culture. Je pense qu'il n'y a pas de sens si on leur donne comme ça, apprenez ça. Apprendre à comprendre. Oui, exactement. Et pas apprendre à apprendre. Exactement. Ce que j'aimerais savoir, c'est du coup, de la Corée à la Jordanie, petit passage de quelques semaines en France, tu vas en Algérie, tu reviens en France, tu refais des études, t'es prof, tes premières expériences en tant que prof, tu essayes d'avoir ta propre pédagogie. Tout à fait. Et est-ce que ça a été ça depuis 30 ans ou il s'est passé d'autres choses Oui, donc j'apprends le master, comme je t'ai dit, master, mais je n'avais pas encore je travaillais 6 heures par semaine, tu vois, et cependant, mon premier enfant est né, et ça m'a beaucoup motivée à être vraiment une maman française, tu vois, je ne voulais pas être une maman ça. Je voulais être vraiment une maman bien. Mais dans mon parcours, donc arrive pareil, c'est pas si simple que ça toujours, arrive un petit malheur. Un événement qui va marquer ta vie. Tout à fait. Donc c'était mon accident de travail. Ça veut dire que je faisais entre Bosville et Le Havre, il y a quand même
Une trentaine de kilomètres. Ouais, plus, Ouais. et je n'aimais pas trop conduire, et voilà, ça m'est arrivé, j'ai fait un accident grave. Je vous explique, euh, voilà, je fais plusieurs tonneaux, j'ai perdu la connaissance, et j'entends, et je savais que j'allais faire un accident. Il y a un truc très bizarre chez moi. Je dis, ça ne doit pas être beau, tu es en train de faire un accident, rendors-toi, endors-toi. Et boum, je me suis C'est-à-dire endormie. que tu étais à moitié consciente et à moitié Ah bah oui, je inconsciente. savais que je ne maîtrisais plus ma voiture. Tu vois, j'ai eu un coup de rafale, la tempête. J'ai toujours peur de ça, tu vois, la tempête. Mhm. Et boum, je ne maîtrisais pas ma voiture. Et je dis, endors-toi parce que ça ne doit pas être beau quand tu vas faire un accident. Tu vois. J'avais perdu la connaissance. J'entendais pas ensuite quelqu'un qui me dit, Madame, Madame, est-ce que vous m'entendez? C'est là je dis, il faut que je me réveille là. Et je dis, non, ne dors pas. Et je me réveille, juste dire que je dois vivre. J'ai des enfants, je suis une maman. Je dois vivre. Et là, monsieur il dit, vous allez vivre. Et ça, je dis, bon, je peux m'endormir tranquille. Et je m'endors, je ne me souviens pas du tout. Donc, je sais que j'ai dit, je dois vivre parce que je suis une maman. Tu vois, la force d'une mère, c'est quelque chose. Tu vois. Et ma voiture était complètement écrasée. Donc, on m'appelle le miraculé Du pont de Normandie. pont de Normandie. Ouais. Et ça m'a fait quelque chose, oui. Et justement, en quoi cet événement tragique, tu te dis c'est quelque chose, c'est un malheur, et qui m'a apporté que du malheur, ou de ce malheur, il y a eu quelque chose derrière qui a changé ta Bien vie? sûr, complètement, ça a changé. Cet événement est très, très important dans ma vie, très important. Aussi important que, tu vois, mes révolutions, apprendre l'arabe, épouser un homme que j'aime, contre le gré de mes parents. Celui-là est énormément important parce que c'est comme si je me réveillais. Alors, je vous explique. Donc, cet accident, j'étais complètement défigurée. Ça veut dire que mon visage était complètement parti. J'ai eu plusieurs opérations. Donc, pour un être, une femme surtout, avoir un visage déjà disgracieux, c'est mortel. Et là, j'ai une soixantaine de coutures sur le visage. Et ben, une Macto, j'ai rencontré un chirurgien, excellent chirurgien. Il m'a opéré et on devient quasiment comme un ami. Et c'est encore une fois, tu te souviens mon histoire que comment je peux me faire accepter et comment je peux apprécier l'autre. Je pense qu'il y avait ce lien qui s'est créé. Quand tu as rencontré les élèves en Jordanie. Exactement, c'était la même chose. Ce chirurgien, il m'a trouvée extrêmement courageuse. Parce que même dans l'hôpital, dans ma chambre, il y avait toutes des infirmières, des aides-soignants, tout le monde venait pour rigoler et je ne pouvais pas rigoler, j'étais toute structurée, ça me faisait mal. Oui. Mais voilà, j'arrivais à surmonter. Je dis, ce n'est pas si grave, je suis en vie. Et cet événement-là, et donc me révèle quelque chose de, comment je pourrais te dire, oui, j'étais en train de me stagner en disant, bon, ça va, stabilité. Ça veut dire, bon, je suis prof, c'est bon, je vis train-train comme ça. Et je ne voyais pas pourquoi je dois encore évoluer, tu vois. Et bon, j'avais déjà mon master, mais je n'avais pas encore le CAPES, on est d'accord? Donc, je travaillais gentiment, 6 heures par semaine, 9 heures par semaine, ça m'allait. Pour élever les enfants, c'est bien. Et quand j'étais à l'hôpital, et j'avais le temps de réfléchir. Tu vois, je me dis, bah, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et la vie n'est pas forcément comme tu as prévu, que tu planifies. Tu ne peux pas planifier toute ta vie. Et je me posais ces questions. Ensuite, ce chirurgien, il m'a opéré. Et ensuite, on commence à discuter des choses très sérieuses. Tu vois, vraiment, il me faisait poser des questions sur moi. Bon, je travaille 100 jours, 6 heures, 9 heures, à mi-temps. Et
il me donne son numéro de téléphone particulier. Il a dit, tu peux m'appeler si tu as des soucis, si tu vas pas bien, tu peux m'appeler. Il est disponible. Voilà. D'accord. Et en général, je devais être dépressive. Mais justement, il était étonné, je n'étais pas dépressive. J'étais toujours joyeuse, voilà, ça va aller. Et je guérissais assez rapidement. Il était étonné de ma guérison. Wow, ça se guérit bien. Et la cause, c'est que je devais me guérir vite. Je pensais à mes enfants, je pensais voilà, aussi évidemment mon mari qui est vraiment adorable. Et tu vois, il a tout rangé. Grâce à cet événement, tu passes le CAPES Voilà. et tu dis ça y est. Là, voilà. je suis enseignante. Voilà. Et mon rôle dans ma vie, c'est d'élever mes enfants et d'élever aussi des élèves à l'école. J'arrive à cette conclusion et je me réjouis. Mais dans ma vie, justement, Youssef, c'est ça que je voulais partager avec vous. Comme vous voyez, il y a toujours des événements qui sont un choc, tu vois, mais on peut surmonter. On va y venir parce que si j'ai décidé de t'inviter, et d'ailleurs je te remercie d'avoir accepté cette interview, c'est que je parle toujours de magie du destin. Il n'y a pas de hasard. Pour moi, c'est le destin et le destin, il est magique. Au moment où je lance cette chaîne YouTube, toi aussi, il se passe des choses importantes dans ta vie. Moi, je ne sais pas pour l'instant ce que c'est YouTube et tout ça, moi, je ne connais pas. À part ce lien où je t'interviewe, ne savent pas forcément quel lien est-ce qu'on a, toi et moi. Ah bon, c'est vrai. Et je pense que de ce CAPES, on va y venir. Voilà, exactement. Voilà. Et CAPES, moi-même, au lycée Clé de Monet. Voilà. Oui. Tu enseignes dans le privé, mais aussi tu deviens enseignante dans le public. Tout à fait. Et pour la petite anecdote, donc moi je suis lycéen, j'arrive donc au lycée Claude Monet au Havre, et on me dit il y a une prof d'arabe. Comme quoi, les apparences sont souvent trompeuses. Et puis je me suis dit bon, il se moque de moi. Donc je te vois passer, tu sors du CDI, et moi je suis à la porte juste à côté du CDI, donc dans le couloir, et tu passes, et je te dis salam alaikum. Et là, tu te retournes, wa alaykoum salam, et tu me demandes comment je m'appelle, et tu. Ah oui, dis donc. Tu Madame Magé. Tu as une bonne mémoire. Tu Madame Magé. Je décide aussi de m'inscrire, je crois, un an après à ton cours. Oui, j'ai fait. Puis, en fait, cette rencontre, elle est importante dans ma vie. Elle est importante parce que au lycée Claude Monet, je suis un élève qui souffre beaucoup. Je le disais dans une de mes vidéos, j'ai été jugé, j'ai été sanctionné. Et ma vie d'étudiant, surtout au lycée, c'est une vie qui m'a angoissé, qui m'a stressé, qui m'a déprimé. Parce que les profs, j'aime pas vraiment leur pédagogie, les cours ne m'intéressent pas vraiment, mais je suis obligé d'apprendre parce que si on n'a pas le bac, on ne peut rien faire dans la vie. J'arrive à ton cours, et pour moi, c'est dans l'établissement, tu as une cinquantaine de salles, et tu en as une en particulier, c'est la salle du cours d'arabe, et on a l'impression quand on rentre dedans, on n'est plus dans le lycée, on est ailleurs. Et c'est une pédagogie, tu sais, ton nom, rappelle-nous la signification de ton prénom, Hygiène. Étoile heureuse. Étoile heureuse. En fait, c'est une étoile qui scintille, une étoile qui fait de la lumière. Et quand on rentre dedans, eh ben, on ressent cette lumière qui vient nous illuminer, qui vient nous faire chaud au cœur. Et moi, je rentre. Je ne sais pas où mettre. Hein. Et je tenais à te dire merci. Parce que ça aussi, ça a eu un impact dans ma vie, dont j'ai raconté dans une précédente vidéo. C'est-à-dire que pour apprendre, pour transmettre, c'est pas forcément la discipline, la rigueur, la sévérité, etc. Non, avec toi, on vient, on s'amuse, on a des bonnes notes. Mais c'est pas des bonnes notes parce que Hygiène est gentil, c'est des bonnes notes parce que Hygiène a réussi à nous donner envie d'apprendre et qu'on mérite cette bonne note. Merci de le dire, c'est bien. Et je trouve ça vraiment travaillable. Je me souviens aussi de quelque chose qu'on avait fait et que tu as fait récemment. C'était qu'en fin d'année, on avait fait un spectacle pour retracer la richesse de la langue arabe, la richesse de la langue arabe à travers toutes les langues du monde entier. Tout à fait. Mars 2019, juste avant le Covid. Juste avant le Covid. Et j'aurais envie de dire, si c'est juste avant le Covid, c'est aussi parce qu'il y a la magie du destin dedans. On arrive donc juste avant le Covid, où
l'académie, si tu peux nous en parler, décide de Ah faire oui. une sorte de documentaire sur Tout à toi. fait, oui, c'était pas vraiment sur moi, ça commence par l'éducation nationale avait besoin de faire une publicité ou promotion pour l'enseignement de la langue arabe. Et donc, ancienne inspectrice, que je salue, euh, elle m'a choisi. J'étais honorée de faire une clip, on dit vidéo très rapide de 3 Un minutes. teaser. Voilà, 3 minutes de promotion sur la langue arabe, etc. etc. J'ai accepté. Et voilà, 3 minutes au début. C'est comme cette interview, ça doit faire 20 minutes. Bah oui, Mais je compte plus le temps. Mais non, mais c'est pas grave. Voilà, et ensuite, j'avais tellement de choses à dire. Je me oui. disais, mais mes élèves, ils sont tellement riches, 3 minutes, ça va pas aller. Tu vois, bon. Après, ça se termine par 1 heure de documentaire, finalement. Ça se transforme. Et je voulais montrer dans ce documentaire. Bah justement, c'est difficile de tout dire, hein. Tout ça que je viens de dire. Il est difficile de dire en une phrase qu'est-ce que c'est ce documentaire. Moi, je dirais c'est pas seulement pour mes élèves arabisants. Je pense que c'est pour tous les gens. C'est un message qui est universel, bien sûr. Tout à fait, c'est un message universel. C'est que comment on peut donner confiance les gens. C'est une rencontre, moi et les élèves aussi. C'est une très belle rencontre. Et j'avais envie de partager avec plus de monde cette belle rencontre. Et ça donne, c'est lumineux. Et il mérite. Et il me donne aussi autant de satisfaction. Et tu vois, ça, ce discours que tu tiens, justement, c'est pas un discours qu'on a l'habitude d'entendre. Et c'est interdit à l'éducation nationale normalement. On n'a pas à aimer les élèves. Ça, c'est l'éducation nationale, c'est strict dessus. Et je suis en train de dévier un peu ce côté, tu vois. Moi, je dis, Gilles, casse les codes. Bah, tant pis. Et à casser les codes, on peut voir que tu n'en sors que plus grandi. C'est une bonne chose de casser les codes. Donner de l'affection à quelqu'un, c'est de lui donner de l'intérêt et il est à l'écoute quand tu lui parles. Ah bah, et du coup, c'est plus simple de lui transmettre un savoir, de lui transmettre un enseignement. Moi, il me semble, ça marche comme ça chez moi c'est quasiment nécessaire. Et puis malheureusement, le film documentaire n'a pas pu sortir comme on le voulait suite à la crise du Covid et au premier confinement. Tout à fait. Donc il est sorti un peu plus d'1 an après. Et pendant cette période aussi, il s'est passé des choses dans ta vie très compliquées. Je l'ai senti cet été quand on s'est rencontrés. J'ai été très touché, très marqué, très affaibli. J'ai senti que tu avais besoin de ce soutien. Et j'ai senti aussi quelque chose qui me disait, je pense que Madame Magé, elle a besoin de nous plus que jamais. Attends, je vais encore chercher le mouchoir. Oui. Et puis, en discutant avec toi, effectivement, ces derniers temps n'ont pas été si simples dans ta vie personnelle, professionnelle, et j'en passe. D'ailleurs, en ton honneur, j'ai créé il y a quelques mois un compte Instagram, ah oui. les graines de hygiène que je vous invite à suivre, pour essayer justement de permettre aux gens qui t'ont eu en tant qu'élève ou qui te connaissent, que toi tu ne connais pas forcément, t'apporter un soutien, t'apporter une considération. Et ce groupe a eu beaucoup de succès parce qu'on ne s'attendait pas en quelques jours à avoir autant des centaines de personnes à nous suivre. Et j'ai envie de dire, quelle fierté, et quel beau parcours, quelle réussite. C'est pour vous, encore une fois. Je suis fière pour vous et c'est pour vous. Je dédie tout ce bonheur et toutes ces louanges d'arabisants. Et non seulement, évidemment, comme je suis professeur d'arabe, c'est arabisant, ça ne te dérange pas que je t'ai coupé un petit peu les paroles non, pas du tout. Parce qu'il y a une information importante à transmettre. Il n'y a pas longtemps, 1 semaine à peine, j'ai été invitée pour un forum européen pour les professeurs de coréen. Alors voilà, c'est ma Corée qui vient me chercher. Ma Corée que j'avais un peu oubliée. C'est ma Corée que longtemps, parce que ma Corée ne m'aimait pas, je pensais. Ma Corée m'a rejetée, puisqu'il ne voulait pas que
je parte en France. Je parle au nom de tous les jeunes gens qui doivent faire un choix difficile en quittant son pays, tu vois. En fait, je pense qu'à certains moments, il y a des ruptures qui sont nécessaires. Tu sais, comme on dit, se quitter pour mieux se retrouver. Ouh là, tu vas. Bon, dis donc, t'as toujours des paroles à toutes les causes. Voilà, donc ma Corée est venue au sens, voilà, 2014. C'est très drôle. Mon père, Allah yarhamou, il est parti, il était aux États-Unis. Toute ma famille sont aux États-Unis maintenant, tu vois. Et je reçois un coup de téléphone en disant voilà, mon père était phase finale. Et comme j'ai eu cette densité avec mon père, tu vois, c'est un homme que tout le monde a peur de lui, mais moi je savais qu'il nous aimait, tu vois, je savais qu'il nous aimait. Et avec lui, il me considérait un peu comme un enfant et il me faisait sentir que je correspondais à son intelligence. Tous les deux, on a inventé une écriture entre le coréen et l'arabe, tu vois, parce que il est vraiment génial, mon père. Et ma mère dit, bon, tu es en France, c'est pas la peine de te déplacer, et considère que tu as dit adieu à ton papa, à ton père, on était là, c'est vrai, je l'ai vu. Et quand j'ai reçu ce téléphone-là, qui m'annonce que mon père est en train de décéder, je dis à ma mère, maman, tu dis à l'oreille, tu dis que Noma va arriver. Tu lui dis sans arrêt. Et mon père m'a attendu. Mon père m'a attendu et toutes mes sœurs étaient autour de mon père qui était vraiment diminué et il était soutenu par tu sais, comment on appelle ça, artificiellement. Respiration artificielle. Voilà. Et ses yeux étaient déjà partis, tu vois, ses yeux c'était tout blanc, il y avait rien. Donc techniquement, il était déjà décédé. Pas techniquement, il maintenait les respirations, mais spirituellement, comment on dit, mort cérébrale, on dit. Voilà, il était décédé. Et moi, j'avais des choses à dire. Je n'ai pas pu dire combien je l'aimais. Parce que le pauvre, c'était pas notre culture de dire on t'aime ou des choses comme ça. Et j'étais tellement épanouie en France, devenir professeur d'arabe et tout ça, c'est grâce à lui aussi, tu vois. Et c'est lui le premier, là je me rendais compte que c'était son écriture quand il m'a donné l'alphabet. Tu te souviens que je dis, il faut apprendre ça. Je me souviens, il a son écriture, il a écrit lui-même, c'est-à-dire il a appris avant moi pour dire que ma fille, quand même, c'est moi le père. Et je vais t'enseigner. Il avait cet esprit père responsable, tu vois. Et voilà, je dis à mon père qu'il soit fier de moi, que j'étais heureuse et que je vais vivre toujours heureuse et que je vais bien élever mes enfants et je serai digne de mon père qu'il a été et que je l'aimais et que je le respectais. Et après, bah, ses yeux revenaient, tu vois, c'était extraordinaire. Tu vois, ce que subhanallah, il a fait le plus beau cadeau de ma vie. Tu vois, ses yeux revenaient, ensuite il voulait me parler, mais il ne pouvait pas. Il m'a serré mes mains, ensuite il pleurait, tu vois, il y avait les larmes de joie qui sortaient, et les larmes de sentiment, c'était sa réponse, qu'il était ému, il m'a compris, c'est ça que ça veut dire. Et il faisait un grand sourire, tu vois, vraiment, je n'ai jamais vu aussi beau sourire de mon père, il n'a jamais souri vraiment, c'était un homme, comme tous les Coréens, très sévère, il n'a jamais souri vraiment, sauf à mes enfants et tout ça, et voilà, il m'a souri, et il est parti. Donc, encore une fois, c'est un homme que je suis, et j'ai eu des choses qui ne sont pas faciles. Je veux dire par là, mes chers élèves et mes chers amis, ben, la vie ne donne pas toujours le bonheur facilement. Non. Et moi, je suis allée le chercher. Tu vois, étant homme, je suis allée chercher l'amour de mon père, sérieux, il m'a donné à manger et j'ai eu ce bonheur-là. Je suis allée chercher les cœurs des Arabes que normalement je ne pouvais pas rencontrer. Et c'est moi je suis allée les chercher. J'ai appris l'arabe pour me faire comprendre, me faire aimer par cette population, tu vois. Ce que je pense voir où tu veux en venir, c'est que ce bonheur que tu as cherché, à un moment donné, tu sens que
Tu en récoltes aussi les fruits parce qu'aujourd'hui, c'est la Corée qui vient te chercher. Oui, la Corée, voilà, depuis mon père est décédé, ben, la Corée marche bien. Ça veut dire qu'il voulait exploiter sa culture. Et pareil, Maktoum, on m'appelle TZR, ça veut dire que ce sont des professeurs certifiés, mais qui remplacent. Et Maktoum, ben, je vais à Rouen, je t'ai nommé à Camille Saint-Saëns, au lycée Camille Saint-Saëns à Rouen. Évidemment, c'était fatigant le Havre, Rouen, mais tu vois, dans mon malheur, et ben, je vois qu'il y avait des Coréens, l'écriture coréen. Et le professeur, il dit oui, normalement on devait faire au coréen, mais le professeur de coréen, il est parti. Je dis, bah écoutez, moi je suis coréenne, je veux bien prendre les élèves qui ont commencé. Et ensuite, bah, j'enseigne, et évidemment, j'enseigne le coréen, et ça marche très bien, et je les amène en Corée, tu vois, ça marche. Et voilà, et c'est là l'ambassade de la Corée, l'éducation, section d'éducation coréenne sont épatées. Et voilà, il y a une personne qui peut. Et je développe, donc on m'a nommé comme responsable de développement de la langue et de la culture coréenne au Havre. Parce que je suis havraise, pourquoi ne pas faire au Havre? Et c'est là que je crée Atelier coréen et la culture coréenne. Et ma Corée est venue me voir, justement pour le documentaire. Au début, la Corée ne comprenait pas c'est quoi le professeur d'arabe. Il est bizarre. Hein. Et pareil, la Corée, excusez-moi l'ambassadeur de la Corée, mais c'est une société, comment je pourrais vous dire, l'apparence est importante. Ça veut dire le standing. On dira, bah, l'arabe n'est peut-être pas une langue qui est séduisante, attractive, tu vois. Et aujourd'hui, la Corée connaît les mêmes difficultés avec les étrangers. J'explique. Comme la Corée du Sud est devenue un petit peu un pays industrialisé et entre guillemets riche, il y a des étrangers qui arrivent pour travailler. Il y a les étrangers qui font aussi des enfants. Dans l'éducation nationale coréenne, il y a maintenant des enfants non allophones, au sens qui ne maîtrisent pas la langue coréenne. Et donc, comme je vous ai dit, un petit peu nationaliste coréen, ça existe. Il existe. Pour la Corée, c'est un nouveau phénomène. Nous, en France, on connaît. Et étant professeur d'arabe, je suis bien placée de savoir. Donc, mon documentaire, comme vous voyez, c'était justement qu'il y a cette diversité qui est la richesse. Je chante de ça, vraiment. La diversité culturelle est une richesse pour ce pays, ou pour le monde entier. Tu vois, nous, multiculturels nous sommes, toi ou moi ou Kenza, tout le monde là qui s'intéresse, même les Français qui s'intéressent à la langue aux langues étrangères. On est des futurs survivants. Je suis assez sévère en disant comme ça. On saura survivre parce qu'on a connu cette culture culturelle. On est devenu fort, tu vois. Comme moi, je vais me relever. Je ne vais pas me laisser comme ça, tu vois. Aujourd'hui, je pleure parce qu'il y a des émotions et aussi il y a des événements qui sont douloureux. Je ne vous cache pas. Maktoum et Youssef qui dit allez, on fait à 16h, tu viens, on va faire le... Oui, allez, on y va. Je ne suis pas restée au lit en lamentant. Non. Oui, je suis victime, mais je ne veux pas être victimaire tout le temps. Oui, il y a l'injustice. Oui, il y a l'injustice, il y a la trahison, il y a le mensonge, lâcheté, qui vous met à terre. Comment je vais me relever, tu vois? Et c'est cette intelligence-là que je voudrais enseigner à vous, aux élèves, à mes propres enfants. Alors justement, on arrive à la fin de cette interview. Quel message, quel conseil est-ce que tu voudrais envoyer, véhiculer? Je pense que apprenez cette intelligence de cœur de l'humanité. On doit être solidaire, on doit être complémentaire et non concurrentiel. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. N'importe qui, et qu'on devient vraiment en être, posez-vous une bonne question, quel être vous voulez être. C'est ça que je voulais dire. Et la religion, la tradition qui nous rassemble, c'est une bonne tradition, une bonne religion. La tradition, la religion qui nous sépare, je ne suis pas pour. سلام. شكرا جزيلا. عفوا اهلا وسهلا بك. كثير مبسوطه بس يعني انا اسفه. J'étais très sincère et veuillez m'excuser de
non maîtrise de mes émotions, mais c'est très fort. C'est très Ne fort. t'excuse pas, c'est à nous de te remercier parce que nous n'allons pas rester insensibles à ce que tu as dit et nous ne sommes pas insensibles à ce que tu fais et à ce que tu dis. Donc, chers excellents, comme vous avez pu le constater, cette interview, ce message va rester gravé, je pense, dans les mémoires. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer, il y a beaucoup de leçons à tirer de cette histoire. Et peut-être, en l'histoire de Hygiène, vous vous retrouvez peut-être à votre niveau dans la même situation. Donc tenez bon, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, l'espoir fait vivre. Croyez en vos rêves, et puis allez chercher au fond de vous-même le potentiel que vous avez afin de le développer. Je peux ajouter ou pas? Vraiment, tu dis quelque chose de très important. Merci Youssef. Voilà, vous avez chacun un trésor en vous. Découvrez-le. Il est beau votre trésor. On ne vous dit pas, mais vous l'avez. Vous l'avez. Et le jour où vous le découvrez, faites briller. Quel courage que Youssef tu as. Tu es très courageux. Parce que c'est confortable d'être professeur à l'école. Il y a combien de professeurs qui souffrent parce que leurs convictions et leur enseignement ne coïncident pas. Toi, tu as fait ton chemin, tu as su dire non, je veux être cohérent avec moi-même et tu as créé cette école. Et j'espère que tout mon corps, que cette école ira loin et que ça va faire du bien à notre société, à nos concitoyens, évidemment français, européens et voire mondial, évidemment du monde. Voilà. Merci beaucoup Hygiène. Zilan. Et à très bientôt les excellents. Shukran Kenza. Shukran.